Nascido na França em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, nosso entrevistado testemunhou fatos importantes do século XX. Mais do que isso, esse parisiense teve uma atuação marcante e às vezes questionada em alguns desses fatos. Régis Debray é filósofo, cientista social e midiólogo, um estudioso da mídia. De formação comunista, em 1965 foi para Cuba juntar-se a Che Guevara no projeto de espalhar a revolução pelo mundo. Com o Che, Debray seguiu para a Bolívia para colocar em prática a teoria do foquismo, que ele defendia como uma revolução permanente alimentada por focos guerrilheiros. A prisão de Debray em 67, seguida da morte do Che meses depois, numa operação do exército boliviano apoiada pela CIA, selou o fracasso da iniciativa e levantou dúvidas sobre a atuação de Debray, que foi torturado, mas sempre negou ter sido responsável por passar as informações que levaram à morte do Che. Condenado à morte na Bolívia, teve a pena comutada para 30 anos de prisão. Ficou 4 anos na cadeia e foi para o Chile, de onde voltou para a França em 1972, um ano antes, portanto, do golpe de Augusto Pinochet. Deu sequência à carreira acadêmica e, em 81, foi nomeado conselheiro de política internacional do governo de François Mitterrand. Teve outros cargos públicos, mas nunca deixou de estudar temas como a imagem, a informação e a religião. Em 2002, ajudou a fundar o Instituto Europeu das Ciências da Religião. Autor de cerca de 80 livros sobre política, arte, religião, filosofia e mídia, Régis Debray falou ao Milênio numa visita recente ao Brasil, onde foi homenageado pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Vous qui venez d'une époque et d'une lutte politique bien différente, les années 60, les années 70, que dirait Régis Debray de ce scénario de lutte politique aujourd'hui dans le monde? Il dirait que les choses vont mal, et pas du tout dans le sens indiqué il y a 50 ans, puisque vous parlez des années 1960. Dans les années 1960, l'histoire avait un sens. Elle allait du fanatisme vers les Lumières, de l'inégalité vers l'égalité, de l'injustice vers la justice. Aujourd'hui, on voit plutôt un processus inverse. Et surtout, le sens de cette histoire dépendait de notre action. Or, aujourd'hui, on a le sentiment, avec la mondialisation, que plus grand-chose ne dépend de notre action. Et pour moi, aujourd'hui, si vous voulez, la lutte politique, c'est la lutte de la volonté politique contre la dictature de l'économie. C'est ça. Ce n'est pas une lutte politique et économique, c'est une lutte de la conscience politique contre des mécanismes économiques qui veulent liquider toute politique. Vous avez juste mentionné là le fanatisme qu'il y avait aussi dans les années 60 et qu'on retrouve aujourd'hui dans l'action des djihadistes salafistes ou wahhabistes dans le Moyen-Orient et jusqu'en Europe aussi. Et je sais que vous n'êtes pas très optimiste avec la grande coalition internationale qui s'est faite sous les ordres des États-Unis pour combattre les extrémistes du Daesh, de l'État islamique, comme les gens l'appellent. Que voyez-vous comme alternative dans cette lutte? Écoutez, au plan tactique, tout ce qui est patronné par les Américains fait le jeu des djihadistes, puisque les États-Unis, c'est l'intrusion impériale et c'est l'ennemi. Donc une coalition dirigée par les États-Unis ne peut pas être la solution. La solution, elle sera toujours de l'intérieur du pays, avec des acteurs de l'intérieur. Alors aujourd'hui, les États-Unis ont trouvé que les Kurdes étaient un peu une chair à canon, si vous voulez. Les Kurdes sont de remarquables combattants. Mais en fait, toujours au plan tactique, me semble-t-il, s'il n'y a pas un accord avec les Iraniens, je crois difficile de lutter contre Daesh parce qu'il y a une guerre civile, une guerre de religion entre les chiites et les sunnites, et que, comme on dit, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc la logique serait qu'il y ait une forme
de coordination avec le monde iranien, mais malheureusement, l'Occident a choisi le camp sunnite et notamment le camp wahhabite, qui est le plus réactionnaire, qui est le gouvernement de l'Arabie saoudite et les pétromonarchies. Donc tout ça est très incohérent. Os sunitas são o ramo mais tradicional da religião e tem no profeta Maomé a figura mais sagrada. A denominação vem de Ahl al-Sunna, tradicionalistas em árabe. A Arábia Saudita é um dos países mais importantes do mundo sunita. Os xiitas são a dissidência antiga e têm no profeta Ali, genro de Maomé, a grande referência. O Irã é o maior país xiita do mundo. Maintenant, sur le fond, si vous voulez, comme il n'y a plus d'absolu politique, comme la politique n'est plus une religion en Occident, beaucoup d'hommes et de femmes même vont à la recherche d'un absolu, à la recherche d'une cause avec un grand C, et ils vont la trouver malheureusement dans le camp de la mort. C'est un vrai problème pour les Européens. Disons que, pour parler cyniquement, sur le marché symbolique, on n'est pas concurrentiel avec le fanatisme. A-t-on appris quelque chose après Charlie Hebdo? Y a-t-il quelque chose de positif qui est sorti de là ou Oui. c'est seulement de la tristesse? On a pris conscience que être laïque, c'est difficile dans le monde d'aujourd'hui, car c'est un monde où ceux qui se disaient maghrébins, algériens ou tunisiens se disent aujourd'hui musulmans. C'est un monde où ceux qui se disaient israéliens se disent juifs. Et c'est un monde où beaucoup d'Irlandais ne se disent pas irlandais mais catholiques. N'est-ce pas? Donc le monde est de moins en moins partisan de la laïcité, c'est pourquoi il faut être laïque de plus en plus. Et vous croyez qu'on peut déjà repérer ces signes de ce qui pouvait se passer dans la chaleur des débats autour du voile musulman dans les écoles françaises et des symboles de la croix? Il s'agissait simplement, avec cette loi sur le voile, qui encore une fois n'est pas une loi sur le voile, mais sur l'école. Ça ne consiste pas à interdire le voile dans la rue, bien sûr, qui serait une mesure idiote. A separação clara entre religião e Estado foi consagrada com a Revolução Francesa de 1789. E no sistema de educação pública é mais evidente do que em qualquer outro setor da sociedade francesa. Nas últimas décadas do século passado e no início deste, o tema da laicidade alimentou várias polêmicas na França, principalmente por conta da proibição do uso do véu islâmico nas escolas. Il s'agissait simplement de faire que l'école reste un lieu à part, sanctuarisé, où les différences ethniques et économiques ne jouent pas. C'est-à-dire que ce soit un lieu sacralisé, où il n'y ait que des enfants de la République, et qu'un enfant qui rentre dans l'école publique ne rentre pas avec sa famille, ne rentre pas avec son credo, ne rentre pas avec sa richesse ou avec sa pauvreté, mais qu'il rentre comme un esprit prêt à s'émanciper. Voilà. Donc ça a été très important. Et vous savez, la société française a du mal avec les immigrés, chacun le sait. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais hier, il y avait le Parti communiste et l'Église catholique, qui étaient deux grandes machines, si vous voulez, qui assimilaient et qui encadraient et qui nationalisaient en quelque sorte les étrangers. Quand vous allez dans la banlieue française, vous sentez que cette banlieue a perdu le Nord parce qu'elle a perdu ces deux grands piliers, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, les émigrés affichent leur appartenance ethnique ou religieuse parce qu'on ne leur donne plus un sentiment d'appartenance à la nation française. Voilà. C'est un problème de fond que les États-Unis ont résolu mieux que nous et qui va être, je crois, un des 2 ou 3 grands problèmes du XXIe siècle. Ça va être le transfert massif de population du sud vers le nord. Le nord n'est pas prêt du tout
à On l'accepter, le voit. et l'Europe encore moins. On le voit dans la crise actuelle, Oui. où toutes les mesures qui sont prises par les gouvernements européens jusqu'à maintenant sont beaucoup plus des mesures policières que des mesures d'État ou politiques. Ce sont des mesures d'autodéfense qui consistent à laisser le problème aux voisins. Ces mesures, elles enregistrent un fait objectif. C'est que les pauvres ne veulent pas des immigrés qui apportent la concurrence sur le marché du travail, qui déstabilisent, qui occupent les quartiers. La résistance à l'immigration est une résistance populaire, ce qui pour la gauche, dite populaire, est très embarrassant. Et pour la droite et l'extrême droite. Et dont la droite, effectivement, tire beaucoup de bénéfices, puisqu'on constate aujourd'hui cette chose étrange que ceux qui votaient communistes il y a 20 ans votent aujourd'hui pour l'extrême droite. On a vu récemment, à cause de la crise en Ukraine, qu'il y a eu de nouveau un renforcement, disons, du rôle de l'OTAN dans l'Europe. Et beaucoup de pays européens ont aidé à ce renforcement face à ce qu'ils voient, ou que quelques gouvernements voient, ou que quelques parts de la société, des sociétés voient comme une menace russe. Vous croyez que cela fait vraiment un sens logique? La menace russe est largement inventée par la propagande dite occidentale, essentiellement américaine, car les Américains ont une visée stratégique qui est de couper l'Europe de l'Ouest de l'arrière, de l'hinterland russe, n'est-ce pas? S'il y avait un axe Paris-Berlin-Moscou, l'équilibre du monde serait rétabli. C'est-à-dire qu'il y aurait réellement trois puissances et non deux. Il y aurait la Chine, l'Europe, y compris la Russie. Et l'Amérique du Nord. L'OTAN n'a plus de lieu d'être. L'OTAN avait besoin d'un ennemi. Elle a construit cet ennemi qui est la Russie d'aujourd'hui, qui n'est pas une Russie impériale, qui est une Russie nationaliste, qui cherche à protéger les minorités russes à l'extérieur. Je ne crois plus qu'il y ait de projet impérial et encore moins de conquête du monde. La Russie a retrouvé sa religion, je dirais, traditionnelle, qui est l'orthodoxie. Elle veut défendre cette singularité par des moyens, il est vrai, autoritaires, mais non pas par des moyens totalitaires. Mais il est vrai que cette orientation que vous dites a été liée, cette nouvelle orientation pro-OTAN a été liée à la réincorporation de l'Europe de l'Est dans l'Union européenne, car on a découvert que l'Europe de l'Est n'était pas le petit cousin kidnappé de l'Europe, comme le disait Milan Kundera, c'était l'Amérique de l'Est. Et c'est très normal, si vous êtes hongrois ou polonais ou roumain, vous avez comme ennemi la Russie. Et donc vous vous appuyez, votre intérêt strictement national vous oblige à avoir un contrepoids loin, qui est l'Alliance Atlantique. Mais pour l'Espagne, pour la France, l'Italie et la Grande-Bretagne, ça n'a pas de sens. Et voyez-vous un rôle possible ou désirable de l'ONU pour faire diminuer les tensions régionales éventuelles ou même les conflits? L'ONU peut encore apparaître comme ce personnage-là? Honnêtement, non. C'est triste à dire, mais l'ONU est un forum utile. Au mois de septembre, toutes les délégations se réunissent. Il est bon qu'on puisse s'écouter les uns les autres. C'est un lieu de négociation, mais qui ne peut que, je dirais, apposer un tampon ONU sur des accords de paix décidés sur place par les protagonistes eux-mêmes. L'ONU n'a pas d'armée, l'ONU n'a pas de service de renseignement, l'ONU n'a pas de satellite. Et l'ONU a un secrétaire général qui est en gros choisi par les États-Unis. Ça, c'est un problème pour les BRICS. Si vous regardez le budget des Nations Unies, vous voyez que c'est les États-Unis qui payent la part la plus importante et que des nations comme la Chine ou le Brésil payent très peu. Si on veut que l'ONU redevienne un outil équilibré, il faudrait que les pays émergents mettent la main à la poche au lieu de laisser les États-Unis et le Japon avoir la quote-part la plus importante. En espagnol, on dit « Quien paga la orquesta escoge la música ». Celui qui paye l'orchestre choisit la musique. Voyez qui paye l'orchestre onusien et vous comprendrez le type de musique produit. L'Europe n'est pas un bloc.
O Milênio está de volta e nessa segunda parte da entrevista com o filósofo Régis Debray, ele fala de mídia, Brasil e do futuro. Vous avez une expérience assez longue en Amérique latine, douloureuse aussi. Vous êtes passé 4 ans en prison en Bolivie, après l'échec de la guérilla de Che Guevara, de laquelle vous avez participé. Et j'aimerais bien, 50 ans après, en regardant ce passé-là, que vous me parliez quelque chose sur vos motivations, les motifs juste au principe de cette aventure de la guérilla en ce moment-là. Si vous croyez qu'il serait possible de répéter cela aujourd'hui et les causes de cet échec a été déjà donné ou a été une surprise pour vous-même et vos compagnons dans la guérilla? Oui, ça a été une surprise incontestablement, mais je ne parlerai pas d'aventure. C'était un projet politique de type internationaliste, consistant à créer une arrière-garde de guérilla rurale en Bolivie, d'où se détacheraient des équipes ou des détachements nationaux dans une deuxième phase. Au fond, c'était un vaste camp d'entraînement, si vous voulez. Malheureusement, la région choisie a été catastrophique. C'était d'ailleurs pas celle que nous avions choisie, que j'avais choisie personnellement avec d'autres. J'en avais choisi 2 autres. Et puis, on a dit tout et son contraire sur cet épisode. La conclusion que j'en tire, c'est que la révolution n'est pas une patrie et que si vous voulez faire la révolution dans un pays, vous devez être de ce pays même. Et que malheureusement, aucun membre de la guérilla ne connaissait la région où il était. Même les Boliviens ignoraient la langue parlée, qui n'était pas ni le quechua ni l'aymara, mais le guarani. Et donc, nous avons été en quelque sorte des étrangers dans un milieu indifférent, et non pas comme des poissons dans l'eau. Alors vous me demandez si ça peut se reproduire techniquement. Non, bien sûr, puisque avec le téléphone portable et le satellite de localisation, on ne peut plus se cacher dans une forêt. À moins d'avoir une frontière avec un pays ami. Parce qu'un des grands problèmes de la guérilla du Tchad, c'est qu'il n'y avait pas de frontière en deçà de laquelle se replier, comme on avait les Vietnamiens, par exemple, qui pouvaient se replier en Chine, ou comme on avait à peu près tous les foyers de guérilla, où les Algériens pouvaient se replier en Tunisie ou au Maroc. Bref, il n'y avait pas d'arrière-garde. Mais je crois qu'aujourd'hui, disons que la lutte n'est sans doute pas finie, mais elle devra prendre de toute autre méthode. Et quand vous pensez à cette période, y a-t-il dans vos actes, vos actions, en ces temps-là, ces temps durs, quelque chose de laquelle vous avez honte d'avoir fait, que vous ne répéteriez pas? Non. Non. Honnêtement, je referais tout ce que j'ai fait. C'était pas facile. C'est pas facile précisément d'être un étranger qui se retrouve tout d'un coup porte-parole d'un mouvement à laquelle il n'appartenait pas par la culture, si vous voulez. Qu'est-ce qui alimente vos espérances dans un monde meilleur que celui où nous sommes maintenant, où il n'y a pas beaucoup de raisons d'alimenter beaucoup d'espérance? J'ai envie de vous dire c'est l'éducation, mais vous savez, je ne crois pas que l'éducation soit la solution. Que nous, on pensait un peu comme Victor Hugo, que là où une école s'ouvre, une prison ferme. Là où une université s'ouvre, une église ou une mosquée ou une synagogue ferme. C'est pas vrai. Et nous avons même vu que c'est dans les universités scientifiques que se recrutent les fondamentalistes, partout. Que ce soit aussi bien en Israël que dans Pakistan, le monde arabo-musulman. Donc, le monde meilleur, je crois qu'il doit être évidemment plus égalitaire, plus modeste,
et appliquer la vieille parole de Confucius, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Vous qui avez connu ce pays-là, le Brésil, dans une autre époque, et qui voyez de loin ce qui se passe ici, mais avec intérêt ci et là, comment voyez-vous ce Brésil d'aujourd'hui qui est aussi, lui, au milieu de crises successives, qu'on ne sait pas exactement où on va? Comment vous, spectateurs, mais aussi intéressés en l'histoire et au contexte, voyez ce Brésil-là? Vous savez, j'ai appris une chose au cours de ma vie, c'est pas d'ingérence dans les affaires intérieures des autres. Moi, je ne connais le Brésil que par la presse française. Je suis au courant qu'il y a une crise, je suis au courant qu'il y a des affaires de corruption, je suis au courant qu'il y a une certaine stagnation économique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, du dehors, on voit le Brésil avec sympathie. On a été un peu déçus des derniers événements, mais... Et comme médiologue, vous croyez que la presse, elle donne une version proche des faits? Écoutez, il peut y avoir des journalistes honnêtes. Ça arrive, je suis sûr que vous en êtes. Je suis pour une diététique de l'information. Un peu, pas trop, et toujours vu sous l'angle historique. De pas juger l'actualité avec les critères de l'actualité, mais prendre un peu de recul. La corruption n'est pas née de ce matin. Et le pouvoir politique commet des erreurs depuis 3000 ans, à peu près. Ça fait à peu près 3000 ans que les choses vont mal, vous savez. Moi, je dis toujours, en France, oui, les choses vont mal, mais enfin, c'était pire en 1940 pour nous. Et je crois que c'est mieux chez vous que sous la dictature. Très bien. Merci beaucoup, Je vous en prie. Nascido na França em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, nosso entrevistado testemunhou fatos importantes do século XX. Mais do que isso, esse parisiense teve uma atuação marcante e às vezes questionada em alguns desses fatos. Régis Debray é filósofo, cientista social e midiólogo, um estudioso da mídia. De formação comunista, em 1965 foi para Cuba juntar-se a Che Guevara no projeto de espalhar a revolução pelo mundo. Com o Che, Debray seguiu para a Bolívia para colocar em prática a teoria do foquismo, que ele defendia como uma revolução permanente. Vous qui venez d'une époque et d'une lutte politique bien différente, les années 60, les années 70, que dirait Régis Debray de ce scénario de lutte politique aujourd'hui dans le monde? Il dirait que les choses vont mal, et pas du tout dans le sens indiqué il y a 50 ans, puisque vous parlez des années 1960. Dans les années 1960, l'histoire avait un sens. Elle allait du fanatisme vers les Lumières. Do golpe de Augusto Pinochet. Deu sequência à carreira acadêmica e, em 81, foi nomeado conselheiro de política internacional do governo de François Mitterrand. Teve outros cargos públicos, mas nunca deixou de estudar temas como a imagem, a informação e a religião. Em 2002, ajudou a fundar o Instituto Europeu das Ciências da Religião. Autor de cerca de 80 livros sobre política, arte, religião, filosofia e mídia, Régis Debray falou ao Milênio numa visita recente ao Brasil, onde foi homenageado pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Alimentada por focos guerrilheiros. A prisão de Debray em 67, seguida da morte do Che meses depois, numa operação do exército boliviano apoiada pela CIA, selou o fracasso da iniciativa e levantou dúvidas sobre a atuação de Debray, que foi torturado, mas sempre negou ter sido responsável por passar as informações que levaram à morte do Che. Condenado à morte na Bolívia, teve a pena comutada para 30 anos de prisão. Ficou 4 anos na cadeia e foi para o Chile, de onde voltou para a França em 1972, um ano antes, portanto. De l'inégalité vers l'égalité,
de l'injustice vers la justice. Aujourd'hui, on voit plutôt un processus inverse. Et surtout, le sens de cette histoire dépendait de notre action. Or, aujourd'hui, on a le sentiment, avec la mondialisation, que plus grand-chose ne dépend de notre action. Et pour moi, aujourd'hui, si vous voulez, la lutte politique, c'est la lutte de la volonté politique contre la dictature de l'économie. C'est ça. C'est pas une